Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Très heureux d'être avec vous une fois de plus. Nous allons aujourd'hui parler de la sécurité au niveau de la région des Grands Lacs, les Grands Lacs élargis. Mais nous allons tout d'abord commencer par Bujumbura, où se tenait le 21e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'EAC ou de la communauté est-africaine. Et au menu des discussions, sinon au menu, figurait la question de la sécurité en RDC, notamment dans la partie Est, une partie qui intéresse ou qui affecte, dont la situation affecte les voisins, mais également toute la région entière. Il s'agissait également de parler de la situation sécuritaire au Soudan, où en tout cas depuis plusieurs semaines, il y a un conflit qui est donc né, notamment entre les deux généraux qui aujourd'hui se divisent le pouvoir au Soudan. Mais en ce qui nous concerne, nous allons nous baser sur la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation, je le disais tout à l'heure, qui affecte les pays voisins également, et notamment le Rwanda et d'autres pays de la région. Nous allons également parler de l'autre sommet qui s'est tenu à Luanda, en Angola, mais dans le cadre de la CIRGL ou dans la conférence des Grands Lacs élargie. On va également voir où les deux sommets convergent. Ici, sur ce plateau, je suis avec des connaisseurs, des hommes avisés et avertis depuis plusieurs années sur la question ou les questions en tout cas de la région des Grands Lacs, des gens qui ont vécu dans cette partie du continent africain, des gens qui comprennent la question ou les questions en tout cas autour desquelles on a eu à parler depuis plusieurs semaines. Avec moi, à ma gauche, je suis avec le professeur Tombola Gustave, qui est donc un observateur politique, un connaisseur, né et grandi dans la région des Grands Lacs, qui a connu des nombreux conflits, qui a traversé les conflits, donc il en connaît quelque chose. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir, Eddy, et bonsoir aux chers auditeurs. Et téléspectateurs. Et téléspectateurs. Voilà. Ok, merci. C'est ça. Et également avec nous, maître Jean-Baptiste Gassouminari, également un homme averti et un connaisseur de la politique au niveau des Grands Lacs. Il a connu le Zaïre, il a connu la RDC, il a connu également plusieurs étapes des conflits au niveau de la région des Grands Lacs et surtout de leurs conséquences. Il a également été avocat au niveau du tribunal international pour le Rwanda. Bienvenue, maître. Merci beaucoup. Voilà, également avec nous un autre homme de droit, maître Mourangwa Faustin, également qui a été au tribunal international pour le Rwanda, mais également un grand connaisseur de la région des Grands Lacs, notamment la partie est de la RDC. Bienvenue, maître. Merci. Voilà, avant de commencer, j'aimerais bien qu'on puisse suivre cet élément sur ce qu'a été les moments forts de ce sommet de Bujumbura, du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine. Et puis on revient après. Ce sommet s'est tenu sous les auspices du président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, également président de la communauté est-africaine. Le président du Kenya, William Ruto, le vice-président de la Tanzanie, Philippe Mpango, le premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, des représentants de l'Ouganda, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo y ont participé. En procédant à l'ouverture officielle de ce sommet, après des discussions qui se sont déroulées à huis clos, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui assure également la présidence tournante de la communauté est-africaine, a déclaré que les pays de l'EAC se réunissent normalement pour examiner la situation sécuritaire de la région afin que les citoyens des pays membres puissent vivre dans la quiétude. The East African community has
La communauté est-africaine a déployé davantage d'efforts dans le développement durable, la paix et la quiétude dans cette région. Beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup de programmes ont été mis en place. L'EAC, en tant qu'organisation des pays de la région, s'est engagé à collaborer avec les gouvernements de ces pays et d'autres partenaires afin que la paix durable et la quiétude soient assurées et éliminer la violence contre les civils et restaurer la sécurité et la dignité. Le secrétaire général de l'EAC, le Dr Peter Matuki, indique que l'une des résolutions de ce sommet exige la collaboration des institutions. La collaboration avec les commandants des forces armées de la MONUSCO et d'autres partenaires pendant 3 semaines et de visiter et examiner l'état du camp de Rumangabo où seront regroupés le M23 et d'autres groupes armés. La directive du sommet est que les discussions avec le M23 soient faites par le médiateur. Le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, est revenu sur cette résolution. Nous sommes persuadés qu'on ne peut pas chercher la paix sans inclure les institutions concernées. S'ils doivent quitter les positions qu'ils occupent aujourd'hui, on devrait s'intéresser à eux et qu'ils soient inclus dans la délégation qui ira effectuer cette inspection. C'est ce que nous avons convenu, que le M23 doit faire partie de la délégation qui ira se rendre compte de l'état de cet endroit. C'est également au cours de ce sommet que les secrétaires généraux adjoints de l'EAC, Annette Mtawese Mwemba de l'Ouganda et Adria Henrique du Soudan du Sud, ont prêté serment. Ont également prêté serment les juges de la Cour de justice de l'EAC, dont Anta Mugeni du Rwanda, nommé vice-président de cette Cour. Merci. Donc, Kassim Youssef, prof Tombola, je commence par vous. Avez-vous quelque chose à attendre au sortir de ce sommet ou en tout cas le communiqué final, on parle notamment quelque chose de nouveau est ressorti par rapport notamment au cantonnement du M23. On ne parle plus de Sabdignon, on parle de Rumangabo, on parle de Kindu au Maniema. D'abord, pour en rester là, est-ce que ce sommet a apporté quelque chose de nouveau et qui va changer quelque chose déjà dans le processus engagé? Merci beaucoup, Eddy. Les sommets, je le vois dans le cadre d'autres sommets qui ont existé. C'est un sommet parmi tant d'autres. Exact. À mon point de vue, c'est un sommet parmi tant d'autres. Qui n'apporte rien quand vous dites parmi tant d'autres? Attendons voir, puisqu'il y en aura d'autres sommets. Ça veut dire... Ça sent très pessimiste, ça. C'est pas être trop pessimiste, mais également, si je vois les sommets qui ont existé, qui avaient pris des résolutions auxquelles tout le monde s'attendait aux résultats, aucun résultat palpable qui est sorti, excepté un autre sommet qui venait revoir certaines des décisions qui étaient prises auparavant. Quand je vois, prenons le cas de ce sommet de Bujumbura, on parle du pré-cantonnement à Rumangabo. Au départ, c'était Sabdignon. Mais tous les participants à ce sommet qui avaient pris la décision de Sabdignon, ce sont les mêmes qui ont pris la décision que ce n'est plus Sabdignon, le pré-cantonnement à Rumangabo. Aujourd'hui, si je me pose la question, le pré-cantonnement à Rumangabo,
sans qu'il y ait la participation même de toutes les parties concernées dans ce conflit, je trouve qu'il n'y a pas d'issue. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas que les cantonnements viennent avant le dialogue politique entre les parties en conflit. Alors pour vous, on est en train de placer la charrue avant les bœufs? D'une manière, oui, puisqu'en fait, quand je vois ce sommet, je ne le vois pas pour le Congo, pour qu'il vienne avec une solution. Je le vois par contre pour retarder certaines échéances qui sont au Congo. Voilà la manière. Vous faites allusion aux échéances électorales qui arrivent incessamment. Absolument. Voilà. Maître Gassouminari, on sent que Prof Tombola, il est plutôt du côté du verre à moitié vide, en tout cas. Il y a quand même une dose de pessimisme dans ce qu'il dit, que c'est un sommet parmi tant d'autres. Déjà, il vient de mentionner quelque chose de très important. Sabdiño, il y a eu quand même une confusion sur Sabdiño, qui est venu avec ce concept des Sabdiño, ce cantonnement à Sabdiño. Déjà, il y a eu tout un débat autour de ça. Est-ce que les gens qui ont dit Sabdiño connaissaient vraiment où se trouve Sabdiño et les conditions de vie? Et là, ça nous ramène sur déjà la récente démission du commandant en chef des forces régionales, qui déjà a dit qu'on parle de Sabdiño sans connaître vraiment l'endroit. Est-ce que lorsqu'on évoque Rumangabo ou Maniema, on est en train de donner la raison aux doutes que ce monsieur avait déjà auparavant et qu'il avait été mal interprété? Oui, je ne veux peut-être pas m'attarder sur le fait que le professeur Tombola regarde les choses comme un verre à moitié plein ou à moitié vide. Bon, je ne veux pas être ni pessimiste ni optimiste. Soyons réalistes. Okay. Donc, soyons réalistes. Au fait, le prof vient de soulever quelque chose de très important. Les cantonnements, les pré-cantonnements, le désarmement, la démobilisation, ce sont des concepts qui ont leur sens, mais qui ne peuvent avoir leur sens que quand il y a eu négociation préalable, des négociations qui ont bien établi comment toutes ces étapes vont être réalisées. Mais ça, c'est une chose qui a été ignorée. Vous avez tantôt soulevé les doutes. Ce n'était même pas un doute, en fait. C'était des inquiétudes que l'ex-commandant de la force est-africaine avait soulevées publiquement dans une conférence de presse, lorsqu'il critiquait le fait que les M23 devaient se cantonner ou se pré-cantonner à Sabdiño. Et il a dit, est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles c'est Sabdiño dont vous faites allusion, que personne ne peut y vivre? Est-ce que vous avez pensé comment ces gens vont vivre? Parce que ce sont des êtres humains qui ont une dignité et des choses qui doivent être respectées avant de les y envoyer. Bon, disons que les chefs d'État ont pris note de ces critiques qu'a émis le général-major Jeff Nyaga pendant la conférence de presse, sa dernière conférence de presse qu'il a tenue à Goma d'ailleurs. Moi, je pense, j'ai dit qu'il faut être réaliste. Est-ce qu'on peut dire, pour ne pas vous interrompre, que le général Nyaga avait crevé l'abcès? Mais bien entendu, au fait, il a dit et qu'aujourd'hui, les gens... Non, il a dit tout haut. Il a ramené les gens à la raison, il a ramené les gens à regarder la réalité en face. Oui, mais bien entendu. Au fait, le prof vient de soulever quelque chose. Il a dit que toutes les décisions qui se prennent maintenant pendant les sommets, c'est une façon de retarder ou une façon de concilier avec les échéances à venir. Moi, je pense qu'on est seulement en train de gagner du temps, mais on n'est pas en train de faire quelque chose de très significatif. Parce que nous avons un conflit armé, un conflit qui inquiète toute la région.
tous les chefs d'État se réunissent en sommet. Maintenant, je pense que c'est le 6e, c'est pas le 7e sommet qui vient de se tenir à moins de 3 mois. Donc, pour dire que c'est vraiment un agenda de taille, les gens voient qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Mais parce qu'un des partenaires n'est pas disposé à ce que la question soit résolue, donc il faut trouver un autre moyen. Et cet autre moyen, il faut gagner le temps. Il faut gagner du temps. C'est pour cette raison que les décisions qui sont prises, des fois, les uns contredisent les autres, les unes complètent les autres, mais sans avoir vraiment une avancée. Parce qu'il y aurait eu une avancée s'ils avaient pensé à résoudre le problème de fond. Parce que je vous épargne peut-être des détails, mais l'information officielle venant du M23, qui est un acteur dans le conflit, un acteur direct, parce que c'est de lui dont il s'agit avec le gouvernement congolais. Et ils disent, le pré-cantonnement, les cantonnements dont vous faites allusion, s'il n'y a pas de négociation, nous ne sommes pas concernés. Ça, c'est pas dit dans un langage de bois. Ils le disent clairement, ils disent, toutes les décisions qui seront prises, qui nous concernent, dont nous n'avons pas pris position ou dont nous n'avons pas été associés, ne nous engagent en rien. Ça ramène un peu la proposition du Premier ministre rwandais qui a évoqué la participation du M23 dans le processus politique. Est-ce qu'aujourd'hui, disons-nous la vérité, les pays de la région, certains sont directement concernés par le conflit, étant pays limitrophes avec la RDC de manière directe, d'autres font partie de la région, mais vraiment sans être avoir des frontières avec la RDC, sinon la zone ou les zones de conflit. Est-ce que ça aussi, ça pèse dans ce processus? Le fait que certains puissent ressentir l'urgence de trouver des solutions palpables et surtout d'engager tout le monde dans ce processus. Non, moi, je ne pense pas que le problème, c'est qu'il y a des pays limitrophes ou pas. Par contre, c'est ce que mon confrère vient de souligner, être réaliste. La réalité est qu'en fait, il y a des belligérants en conflit, à savoir le gouvernement congolais et le M23. Et tu ne peux pas asseoir les gens et décider pour leur part, sans pour autant les consulter. Et je pense que, comme le professeur l'a dit, c'est un sommet comme tant d'autres, parce qu'il y a eu d'abord Nairobi, et puis il y a eu Luanda, il y a eu Addis, il y a eu plusieurs fois Bujumbura, mais qu'est-ce que ça apporte? Je dirais que ce dernier sommet, c'est que ce sommet a apporté au moins, c'est prolonger au moins le mandat de la force est-africaine. Mais le reste, c'est tourné autour du pont, parce qu'il y a une partie qui ne veut rien respecter, rien entendre, sauf ce qu'eux, ils veulent. Parce qu'il y a eu plusieurs communiqués que Kinshasa a démentis, il y a eu plusieurs décisions que Kinshasa n'a pas respectées. Et entre autres, entrer en contact direct avec le M23. Et je crois que tant qu'en fait, on n'a pas encore ramené cette partie à la raison, à la réalité, on tourne autour du pont. Parce que lorsque vous dites qu'on évite le contact, du moins un dialogue direct avec le M23, d'autres peuvent appeler ça une négociation, mais on parle d'un dialogue direct. Si certains d'entre vous ont évoqué la question des échéances à venir, et nous savons très bien qu'il y a des échéances électorales qui arrivent fin 2023, l'année en cours, est-ce que tout contact direct, puisque vous avez dit soyons optimistes et réalistes, est-ce que tout contact direct avec le M23 peut avoir des conséquences sur le processus électoral ou l'issue des élections? Bien, merci beaucoup, Eddy. En fait, quand on lit
quand on essaie de lire les communiqués ou les résolutions du sommet de Bujumbura, et même tous les restes du sommet, on doit savoir d'abord définir le conflit dont il est question à l'Est. Si la définition n'est pas bien faite, eh bien, il y aura plusieurs sommets avec des concepts pas bien définis. Quand on se dit le gouvernement et le M23 et les autres groupes armés, mais avant que les M23 ne surgissent, les autres groupes armés étaient toujours là. Je pense... Vous dites entre 2013 et 2021. Oui. Les autres groupes armés étaient toujours la centaine de groupes armés étaient toujours là. Donc, moi je pense, si on comprend bien le conflit de l'Est, pas autant que les M23. Que ça ne gêne pas si les groupes armés sont toujours là, quand bien même ils ne gênent pas, au présent, ça doit interpeller notre futur. Ça ne doit pas être une question pour laquelle on doit se taire. Moi, je pense, les sommets qui viendront devront s'asseoir pour débattre la question, le gouvernement de la RDC et le M23, et pas mêler le M23 avec les autres groupes armés. Et là, il y aura une issue. Aussi longtemps qu'on mêle le M23, même ce qui montre qu'il y a une importance qui est accordée au M23, c'est parce que même dans toutes les résolutions, on parle du M23 et les autres groupes armés. Ça veut dire qu'on doit traiter la question M23 de manière singulière. Oui, de manière singulière, et les autres groupes armés viendront. Dans le cas contraire, ça restera toujours des méli-mélos, et là, on ne saura jamais trancher cela. Alors, ils ont des revendications qui sont différentes. Il y a un cahier des charges, que le M23 a un cahier des charges clair, qu'il prend aussi semblable que celui qu'il avait déjà en 2013, pas très différent de ce que réclamait le CNDP. C'est une suite logique d'un cahier des charges, de certains prérequis et d'autres choses qui tournent autour des droits, notamment des droits civiques, et des droits à la terre, des droits à la sécurité, tout ça. Mais lorsque vous dites qu'aussi longtemps que tous ces sommets ne vont pas faire un diagnostic de la question, on va tourner autour du pot. Est-ce qu'entre nous, ici, sur ce plateau, Maître Gassominari, je parlais du M23, j'ai parlé du CNDP, est-ce qu'on doit dire qu'avec tous les acteurs, là j'implique également les Nations Unies, toutes ces années, plus d'une dizaine d'années, les gens n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre la vraie question à l'est de la RDC, les enjeux et surtout les pistes de solution. C'est pas que on connaît mal la question ou on ne veut pas. C'est pas que les gens n'ont pas compris la question. La question est très bien comprise par tous les acteurs. Les Nations Unies sont en RDC depuis 1999. Ça fait bientôt 24 ans. Et Faki, à Bujumbura, qui dit non, ils doivent redoubler d'efforts, ils doivent s'impliquer davantage, comme s'ils ne connaissent pas. Non, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Parce que bon, c'est un langage diplomatique. De toutes les façons, je vous dis que... Non, c'est comme s'ils les réveillaient du sommeil. Hein? Réveillez-vous. Non, au fait, quand on parle du droit international, on a tendance à dire que c'est une chose qui n'est pas réelle, c'est une chose qui n'est pas contraignante. Parce que le problème réside au niveau du gouvernement de la RDC. Parce que c'est de lui dont il s'agit. C'est lui qui a la charge de résoudre les problèmes internes de la RDC.
Et les M23, comme le mouvement qui l'ont précédé, ont un cahier des charges. Mais lorsque vous dites gouvernement de la RDC, en 2013, il y avait un gouvernement de la RDC, mais les acteurs n'étaient pas les mêmes. Oui, mais bien entendu. C'est quoi le contexte actuel lorsque vous dites gouvernement quand même, aujourd'hui, on parle du M23. Quand on parle du M23... Mais en 2013, on parlait également du M23. On fait allusion à l'accord qui a été signé le 23 mars 2009. C'était un accord qui a été signé entre le gouvernement de la RDC et le CNDP à l'époque. Ouais. Le M23 est né pour revendiquer la mise en œuvre de ces accords. Rien que la mise en œuvre. Donc, les accords ont été négociés, les accords ont été conclus, les accords ont été signés en présence et des Nations Unies, qui à l'époque était représenté par l'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo. Qui s'est rendu dans les Massissi, voir Laurent Nkunda à l'époque. Exactement. Dans le Rutshuru plutôt. Oui, à Kiwanja. Exactement. Donc, il y avait aussi feu président Mukapa William de la Tanzanie, qui représentait l'Union africaine à l'époque. Donc, pour te dire que c'est quelque chose qui est très bien connu dans les milieux internationaux, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de l'Afrique et au niveau des Nations Unies. Mais ces accords qui ont été signés, dont l'évaluation de la mise en œuvre a été faite plusieurs fois, dont les signatures de tous ces accords a été soit entériné par les Nations Unies, par l'Union africaine et par tous les États de la région. La CIRGL est née dans ce contexte. Donc, personne ne peut dire que le problème n'est pas connu. Tout le monde comprend bien ce qui se passe. Mais aucun acteur international ne peut forcer le gouvernement congolais à faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est pour cette raison qu'ils tournent autour du pot. Quand ils vont en sommet à Bujumbura, décider ce qu'ils avaient décidé dans un autre sommet à Nairobi, et quand ils vont à Luanda, réaffirmer ce qu'ils ont décidé à Bujumbura, ce n'est pas qu'ils ne savent pas que quand vous ne faites pas un vrai diagnostic d'une maladie, vous ne pouvez pas la soigner. Tout le monde le sait. Donc, les États le savent très très bien, mais ils n'ont pas de moyens de contraindre le gouvernement de la RDC d'accepter de négocier avec les M23. C'est pour cette raison qu'ils tournent autour du pot. Mais la réalité est que tant qu'il n'y aura pas de négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23, le conflit ne va jamais cesser. Quelque chose de particulier est arrivé et survenu. On a suivi le sommet en direct. Souvent, c'était à huis clos. À huis clos. On nous faisait parvenir le communiqué final, et le communiqué final, souvent qui posait problème, interprétation. Parfois, il y a des brouillons qui circulaient, ou certains pays diffusaient des brouillons, et après, c'est le communiqué final qui arrivait, où certains points divergeaient avec certains brouillons. Maître, est-ce qu'on peut dire que voulaient les organisateurs? Pourquoi avoir laissé l'opinion publique suivre ce sommet en direct? Non. C'était délibéré quand même. C'était quoi, si on doit lire entre les lignes? Non, effectivement, c'était de montrer au public que d'abord, il n'y avait pas un consensus. Parce que dans le sommet de Bujumbura, il y a eu des huis clos. Après le huis clos, il y a même eu proposition de lecture du communiqué final que certains pays ont refusé. Parce qu'ils ont dit, nous ne sommes pas au courant du contenu de ce communiqué. Autant d'abord que les experts évaluent, analysent les documents avant qu'ils ne soient lus. Et là, une photo de famille a été improvisée pour permettre aux experts de décortiquer les documents et voir le contenu de ces documents. Et il ressort de ce que nous tous nous avons vu à la télévision, que le document a été presque changé parce que le contenu était différent de ce qui avait été convenu entre parties. Donc, il y a divergence. Mais comme les diplomates le disent, ils ne pouvaient pas étaler ça sur la place publique.
Mais la réalité, c'est que le pays n'avait pas la même position sur ce qui se passait. Et aujourd'hui, ça se voit que le pays ne le voit pas de la même manière. Parce que les sommets, plus d'un sommet, avaient demandé qu'il y ait négociation politique entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Et ils ont dit, nous demandons, parce que le gouvernement congolais insiste que le M23 se retire des zones occupées. Mais nous demandons au M23 de se retirer au moment où les négociations politiques sont en train d'être préparées et à l'issue de ces négociations politiques. C'est là maintenant que nous allons donner un mandat offensif aux forces de l'Afrique de l'Est pour combattre quiconque sera un obstacle à la mise en œuvre de l'accord qui aura été conclu. Mais après cette décision, le gouvernement de la RDC a fait volte-face. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23. Et quand ils ont dit qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23, alors que le M23 avait commencé, d'ailleurs était presque au point de finir le retrait, là, les chefs d'État n'avaient pas, ils étaient aussi bloqués. Parce que vous avez demandé à quelqu'un, écoutez, retirez-vous des zones occupées, vous allez négocier et on va voir comment le problème peut être résolu définitivement. Est-ce que vous pouvez revenir à cette même personne pour lui dire, écoutez, on vous avait demandé de vous retirer, mais maintenant, le gouvernement a refusé de négocier. Donc, l'étape suivante, on va aussi vous demander de vous précantonner et puis de vous désarmer. Moi, je pense que ça serait comme un jeu d'enfant, une chose que les chefs d'État ne peuvent pas faire. Donc, c'est pour cette raison que nous voyons quelque chose de blocage. Il y a quelque chose de très important. Là je veux, parce qu'on a décidé vraiment d'y aller sans mettre les gants. Maître Mourangwa, on a parlé des terroristes du M23, du côté de Kinshasa. Tout au long de ce processus, tous les documents qui sortent, nulle part n'est mentionné les terroristes du M23. On parle du cantonnement. Pourtant, selon le son de cloche de Kinshasa, le M23 n'est pas un mouvement rebelle. Ce sont des troupes d'agression sur le sol. Le gouvernement qui accepte qu'il y ait un cantonnement. Est-ce qu'un gouvernement, déjà, qui dit que tel ou tel autre mouvement n'est pas un mouvement rebelle, c'est une force d'agression, est-ce qu'on cantonne les forces étrangères? Oui. Comment dire une chose et son contraire à la fois? Déjà, à ce point-là, vous êtes homme de droit, tout ça, ça s'interprète comment? Mais ni n'est dû pour vraiment entendre ce que les propos de Kinshasa par rapport au mouvement M23. Parce que mon confrère a rappelé dans l'histoire du M23, le gouvernement qui avait signé l'accord de paix avec CNDP qui est devenu M23, qui revendiquait la mise en place ou l'exécution des accords entre le gouvernement et CNDP. Moi, je pense que en se limitant sur ce point seulement, ça démontre que, en fait, le gouvernement congolais savent en lui-même que le M23, c'est un mouvement congolais qui revendique le droit. Et dans plusieurs accords, le gouvernement congolais a accepté les revendications du M23. Parce que, passons seulement sur une seule revendication, le retour des réfugiés et la sécurisation des zones que doivent occuper les réfugiés congolais sur le sort rwandais et les autres pays de la région. Ça démontre que, en fait, les revendications du M23, c'est les revendications propres au Congo. Ce n'est pas les revendications du Rwanda ou les revendications dans notre pays qu'ils accusent d'agresseurs. Et le fait que le gouvernement... Cela s'ajoute également, par exemple, le processus de désarmement, de réinsertion
En fait, est-ce qu'on tout ça- réintègre les forces étrangères dans son armée? On n'intègre pas les forces armées dans son propre armée. Et du coup, Moi, je me demande- c'est là où ça démontre que, en fait, le Congo, ou bien le gouvernement congolais, amène, en fait, sur la table des excuses, voire même des propositions. Parce qu'il y a quand même, à la limite, il y a l'opinion publique, par exemple, en RDC, qui lorsqu'on suit de près, les gens sont très mal informés sur, par exemple, les documents officiels, les communiqués officiels. Les gens discutent peu sur base des documents mis à la disposition de l'opinion publique. D'un côté aussi, on se demande les partenaires qui sont avec les officiels congolais au cours de ces sommets. Est-ce qu'ils suivent également leurs interventions, par exemple, au niveau de la RDC, ce que les autorités, les mêmes qui sont autour de la table à Luanda, à Bujumbura, qui, dans leurs propos presque, renient ce qu'ils ont convenu avec les autres. Mais heureusement qu'il y a des institutions à mesure de leur rappeler. Vous avez vu quand le président Tshisekedi a accueilli Macron, il a voulu jouer le jeu et Macron lui a rappelé ce qu'il doit entendre de ses propres oreilles, que le problème n'est pas autre que congolais. La même chose. Vous voyez les différents accords qu'ils ont signés, que la RDC a signés, y compris celui d'Addis, où le gouvernement congolais a finalement accepté de rencontrer et de discuter avec le M23. On ne discute jamais avec un mouvement terroriste, on ne discute jamais avec un agresseur. S'ils ont accepté, c'est qu'ils acceptaient de discuter avec des Congolais qui ont des revendications propres au Congo. En fait, Oui, prof. il y a une chose qui est dite, il y a ce qu'on dit, il y a une expression qui dit que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Tout ce que les chefs d'État sont en train de faire, c'est réunir un sommet, sommet après sommet, pour discuter l'affaire, le gouvernement de la RDC et le M23, sans que le M23 soit là, ils n'auront jamais la vérité sur cette question. Parce que ce qui est dit, c'est par une partie qui donne sur ce dont on doit traiter, et l'autre partie ne pas concernée, ne pas consultée. Tout le temps que cela se fera, eh bien, on aura toujours des discordes dans les décisions qui seront prises pour que ces décisions puissent être mises en exécution. Deux, tantôt vous avez posé la question sur la communauté internationale. Est-ce qu'au moins elle comprend le problème, ou bien elle ne connaît pas le problème, ou bien elle le fait sciemment? La communauté internationale le fait sciemment. C'est ça mon opinion. Pourquoi? Pour quel intérêt alors? On joue au jeu. Merci beaucoup. On joue au jeu de dupes. C'est là où je veux peut-être réfléchir tout haut. Pourquoi dépenser autant d'énergie, autant d'argent, autant de moyens? La communauté internationale, les moyens, où vont ces moyens? Ça, c'est la première question que l'on peut se poser. Toute la logistique. Où va cette logistique? Où vont tous ces moyens? Tous ces moyens reviennent pour cette communauté internationale. La MONUSCO qui est là. Tout l'argent débloqué par la communauté internationale, il est encore retourné à cette communauté internationale d'une manière ou d'une autre. La logistique. Cette logistique militaire, par exemple, qui est là, c'est cette communauté internationale, ces puissances internationales
qui produisent cette logistique, et la logistique ne va pas là gratuitement, elle est payée. Donc nous devons aller au-delà du simple regard d'un sommet, du simple regard de ce qui est là, mais nous devons regarder au-delà de tout ça. Parce que je pense que la question doit être vue d'une autre manière. La façon dont elle a été toujours traitée, je pense qu'elle doit changer. Pourquoi? Puisqu'il n'y a jamais eu de solution. Si on traite un problème, une année, deuxième année, une décennie, 2 décennies, le problème ne trouve pas de solution, je pense qu'on doit revoir la méthodologie. On ne doit pas toujours aller par la même méthodologie, une méthodologie qui n'arrive pas à trouver des solutions. Je pense que les États doivent réfléchir au-delà de la méthodologie qui a été toujours utilisée. Alors, vous êtes, aujourd'hui, on a quand même la communauté internationale qui semble avoir un peu laissé la main aux blocs régionaux. Là, je parle de l'East African Community ou de la communauté est-africaine. Nous avons également la CIRGL qui intervient. On a Le SADC. la SADC aujourd'hui qui se prépare également à rentrer dans la piste. Voilà. Justement, à propos de cette question, après Bujumbura est intervenu le sommet de Luanda, la CIRGL, où on est presque revenu sur la même situation, mais il y a un point fort, le déploiement prochain des forces de la SADC. Maître Gassuminari, déjà on parlait de la communauté internationale avec des gros moyens, avec un budget énorme à sa disposition. On a les forces de l'East African Community qui se sont déployées depuis plusieurs semaines maintenant. Et maintenant, on envisage l'arrivée prochaine des forces de la SADC. Et déjà, au niveau des documents, au niveau de l'interprétation de la question, nous sommes dans une sorte de confusion totale. L'opinion publique n'est pas fixée sur la suite des événements, ou en tout cas ce qui est en train de se faire. Maître, on n'est pas en train de s'enliser. On ne va pas plus vers un enlisement, plus qu'une sortie heureuse de cette question ou de toutes ces questions. Non, je ne pense pas que ce soit un enlisement. Par contre, on est en train de s'enfoncer davantage. Exact, c'est ça. Donc, en fait. s'enliser, c'est-à-dire que la situation va être constante. Mais la situation ne va pas l'être. Vous venez d'évoquer tantôt l'arrivée des forces de la SADC. C'est quelque chose que nous avons vu par le passé. En 2012, avec le vote de la résolution du Conseil de sécurité créant la brigade d'intervention au sein de la MONUSCO, plus de 100% des membres de cette force, de cette brigade, venaient de pays membres de la SADC, pilotés par la Tanzanie, la Namibie, l'Afrique du Sud. Ce sont les mêmes acteurs. Mais je dois vous dire que les choses ont évolué. Nous ne sommes plus en 2013. Il y a 10 ans de cela. Les gens ont appris des leçons. Et puis, la surmilitarisation de l'Est du Congo ne va pas résoudre le problème sécuritaire qui y règne. Parce que si la surmilitarisation était une des solutions à envisager, moi je pense que cette région serait la région la plus stable du monde parce que là, on y compte plus d'une vingtaine de milliers de militaires de la MONUSCO. Les militaires de East African Community sont autour maintenant de 6 000, si je ne m'abuse. La SADC va venir entrer dans la danse. Ça ne sera pas pour résoudre le problème. Parce que, je dois vous dire, nous avons appris des leçons. Ce que les gens ne pouvaient pas faire en 2012, en 2013,
croyant que, parce qu'il y avait des mots de sacro-saint pour dire que les forces des Nations Unies, on ne les attaque pas, les forces des Nations Unies, on ne les combat pas, les forces des Nations Unies sont des forces sacrées et tout. Mais nous avons vu que ce sont des forces comme toutes les autres, qui peuvent faire des exactions comme toutes les autres. Et je pense que quand on réclame son droit à la vie, quand on réclame son droit à l'existence, on est prêt à affronter n'importe quelle éventualité et n'importe quelle force venant de n'importe où. Et je pense, je ne suis pas en train de devenir un prophète du malheur, mais c'est qu'ils sont en train de créer pour l'Est du Congo, je pense que c'est une somalisation. Quand je parle de la somalisation, je parle bien de la somalisation au vrai sens du terme. Donc, ces sommets de Bujumbura nous a apporté quelque chose de nouveau, parce qu'il parle il demande aux forces de l'East African Community de consolider la sécurité dans les zones dans lesquelles le M23 s'est retiré. Et il continue en disant ils doivent prévenir que les groupes armés locaux puissent occuper ces postes, ces zones, oui, parce qu'ils savent bien que ces forces, ces groupes armés cohabitent bien avec l'armée gouvernementale et qu'ils réoccupent les zones qui ont été abandonnées par le M23 sur décision des sommets des chefs d'État. Donc je suis en train de vous dire, c'est vraiment un amalgame qui est en train d'être créé. On n'est pas en train de vouloir trouver une solution au problème qui se pose à l'est du Congo, parce que le vrai problème, on ne s'y attaque pas. Par exemple, l'insécurité à l'est du Congo a commencé, tout le monde le sait. C'était avec l'arrivée des ex-forces armées rwandaises et des miliciens interahamwe, quand ils traversaient la frontière avec leurs armes et leur idéologie, après les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Mais tous les sommets qui se sont tenus, et à Nairobi, et à Bujumbura, et à Luanda, personne n'a fustigé ou personne n'a levé le petit doigt pour dire, écoutez, la cause principale de l'insécurité à l'est du Congo, ce sont les FDLR. Qu'est-ce que nous faisons des FDLR? Quelles décisions allons-nous prendre des FDLR? Les FDLR n'est mentionné qu'à titre, juste en passant, qu'il fait partie des groupes armés actifs à l'est du Congo. Mais tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir, maître. Oui. Lorsque vous parlez du FDLR, oui, seuls les pays limitrophes de la RDC peuvent comprendre et le danger et l'idéologie directe des FDLR. Non. J'ai dit, est-ce que tous les... Laisse-moi peut-être finir. Est-ce que tous les pays membres comprennent l'urgence, le danger qui guette la région par rapport, par exemple, à cette idéologie-là, génocidaire, déjà aux origines des problèmes? Oui, mais bien entendu, parce que bon, ce sont des pays qui sont informés. Les FDLR sont responsables être informé de la perpétration. C'est quand même différent, maître. Non. Les FDLR sont responsables de la perpétration d'un génocide qui a coûté la vie à plus d'1 million d'innocents en seulement 100 jours. Leurs chefs ont été jugés par un tribunal pénal international qui avait été institué par les Nations Unies. Le TPIR. Mais bien entendu. Mais le mécanisme résiduel, aujourd'hui, s'occupe des affaires résiduelles du TPIR. Pas plus tard que la semaine passée, Kaïchema a été arrêté en Afrique du Sud pour les mêmes raisons. Et bientôt, il sera transféré vers la Tanzanie où se trouvait déjà le bien entendu. Donc, TPIR. C'est pas que la communauté internationale n'est pas informée de l'idéologie génocidaire des FDLR. C'est pas que la communauté internationale ne sait pas pourquoi est-ce que l'est de la RD du Congo est devenu une poudrière. Ils sont très bien informés et ils savent bien la menace que les FDLR pose et pour les populations congolaises à l'est de la RDC et pour les populations des pays limitrophes de la RDC. Mais ils savent très très bien que les FDLR constituent un problème. Et puis, quand ils chantent à longueur de journée que l'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée, qu'en est-il de l'intégrité territoriale des autres pays? Les FDLR ont un agenda bien déclaré, bien connu de la communauté internationale, de vouloir
attaquer le Rwanda et renverser les institutions en utilisant des moyens militaires. Mais pourquoi est-ce que cela devrait être une information minime que la communauté internationale ignorerait? C'est une question qu'on se pose. Donc, moi, je vous dis qu'ils sont en train de poser un très mauvais diagnostic. Et quand vous posez un mauvais diagnostic, vous ne pouvez pas trouver un remède. Donc, je pense que les chefs d'État et les chefs de gouvernement devraient encore réévaluer les processus parce qu'ils utilisent beaucoup de moyens, ils perdent beaucoup de temps, ils investissent beaucoup et vous avez vu, là, ils ont même créé des commissions qui vont aller, je ne sais pas, voir la suitabilité du camp de Rumangabo pour le précantonnement. Des gens qui ne sont même pas prêts à être cantonnés, parce qu'ils seraient prêts à être cantonnés s'ils avaient décidé le cantonnement après une négociation politique. La négociation politique n'a pas eu lieu. Et on parle de précantonnement, et on parle d'une commission qui va aller voir les conditions dans lesquelles le camp de Rumangabo se trouve. Tout le monde sait que Rumangabo est un camp militaire très vétuste, qui a été construit il y a plusieurs années, qui n'a jamais été refait. Donc, s'il faut refaire... le plus grand camp militaire du Nord Kivu, oui, bien, ça plus grand camp, mais qui est dans quel état? Il est en état de délabrement très avancé. Sur le plan, il n'est donc camp que par son nom, un camp que le M23 occupait il y a déjà quelques semaines. C'était en tout cas des lieux que le M23 a cédé, s'est retiré donc c'est une des zones où le M23 s'est retiré. Je veux qu'on revienne sur Luanda et surtout sur le communiqué final donc du sommet de Luanda dans le cadre de la CIRGL. On suggère, et on a même fixé une date du 23 juin pour la tenue à Luanda de la réunion quadripartite, donc une réunion de coordination avec la participation et de l'EAC, CIRGL, SADC, CEAC, sous l'égide de l'Union africaine. Ça devient trop, maître. Ça devient trop et toujours ça n'apporte rien. Parce que le vrai problème n'est pas atteint. Ça sera l'ultime sommet? Ça serait l'ultime inutile sommet. C'est ce que je dirais. Non, ça c'est fort quand même. Oui, c'est fort. Inutile. Oui, parce que le vrai problème, c'est quoi? En RDC, vous demandez c'est quoi le problème? Un étranger qui a chassé un natif ou un citoyen. Parce que c'est le FDLR qui est venu et qui a causé tout le problème qu'on a, à savoir le problème des réfugiés. Si vous attaquez le problème du FDLR, au moins vous résolvez au moins plus de la moitié des revendications du M23. Si vous voulez, en fait, et je ne sais pas pourquoi même le gouvernement congolais ne s'attaque même pas au problème du FDLR. Parce que quand il parle de l'envahissement, de l'agression, je crois que, en fait, un Congolais réaliste devrait comprendre que l'agression a été du FDLR par le Congo. L'envahissement a été du FDLR par le Congo, parce que c'est le FDLR qui a chassé les Congolais, c'est le FDLR qui a créé le chaos et l'insécurité aux Congolais. Si vous voyez la plupart des mouvements des mouvements militaires qui ont été créés au Nord Kivu, ils ont été créés pour répliquer ou bien pour soutenir le FDLR. Actuellement, quand le Congo parle de balkanisation, je ne sais pas de quoi ils parlent, parce qu'ils sont déjà balkanisés par le FDLR. Parce qu'actuellement, le FDLR, non seulement ils ont chassé, mais aussi ils occupent des zones où ils font régner la terreur, où ils taxent les gens, où ils tuent, ils font n'importe quoi. Et personne n'en parle. Et au fait, tant que ce genre de sommet n'attaque pas ce problème, c'est un sommet de trop, un sommet inutile. Je veux qu'on termine parce que si vous êtes là, invitez tous les trois, parce que du nouveau qu'on a pu retenir et de Bujumbura et de Luanda, c'est le pré-cantonnement et le cantonnement. J'insiste là-dessus. La taille immense continentale du Congo
lorsqu'on parle du cantonnement des forces du M23, par exemple au Maniema, avec toute la logistique, cela pourrait demander, maître, dans combien de temps, par exemple, si on doit imaginer, du moins, la situation, quelqu'un qui nous suit en ce moment, de manière pragmatique, qu'est-ce que cela pourrait demander? De manière pragmatique, donc, la logistique que cela pourrait coûter, par exemple, dire, on imagine les forces du M23 aller être cantonnées au Maniema. Bien, merci beaucoup. La réponse à cette question, c'est une question qui doit être répondue après une analyse concernant la visite de Kindu, la visite de Rumangabo et voir l'état, la situation. Rumangabo, déjà, on a dit, c'est pas vivable. Il n'y a rien. Et là, on parle du précantonnement. Si on doit exécuter le précantonnement, on doit d'abord savoir quel est l'état de lieu de Rumangabo. En combien de temps il faut Là, il doit y avoir des experts pour analyser cela. Mais si je peux répondre de façon haute, ça ne doit pas aller dans moins d'1 année pour que ça soit vivable. Parce qu'il y a beaucoup de logistique là-dedans. Pour Rumangabo. Oui, c'est pas au tic-tac. Pour Rumangabo. Oui. Ça, c'est le précantonnement. Oui. Et pour le cantonnement, c'est encore 2 autres années? Non, ça peut se faire concomitamment. Okay. Préparer ça concomitamment. Mais moi, je pense, en réalité, tout ce qui s'est fait, c'est pour retarder certaines échéances. Maître, c'est faisable. Soyons vraiment réalistes. Vous avez insisté sur le fait d'être réaliste. Est-ce qu'on envisage le M23 aller se cantonner au Maniema? Non, en fait, moi, ma position, elle est claire. On ne peut pas parler de cantonnement, de précantonnement, de désarmement sans qu'il y ait des négociations politiques. Oui. Parce que tout cela doit être une issue d'une négociation politique. Or, cette négociation n'a pas encore eu lieu. Donc, parler de précantonnement, de cantonnement, je ne sais pas, de désarmement, de réinsertion, de démobilisation, tout ça, ce sont des termes, oui, des termes qu'on utilise, on est habitué à les entendre, mais je ne pense pas que tous ces termes engagent le M23 à l'heure où je vous parle. Parce que s'ils ont pris les armes pour combattre, c'est parce qu'ils avaient une cause. Si cette cause n'a pas trouvé une solution, eh bien, c'est le statu quo qui reste, c'est donc la guerre qui va continuer, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de venir se précantonner alors que vous n'avez même pas répondu à ces revendications. Moi, je pense que c'est absurde. C'est absurde. Je ne dis pas que les chefs d'État n'ont pas bien réfléchi, mais les chefs d'État ne pouvaient pas autre chose parce qu'ils n'ont pas de moyens de contraindre le président Tshisekedi à accepter, mais tout ce qu'ils vont faire, c'est juste l'accompagner dans le chaos qu'il est en train lui-même de créer. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses et surtout l'éclairage que vous apportez à certaines questions que l'opinion publique se pose à ce jour. Vous l'avez bien dit, on a eu un sommet ou des sommets parmi tant d'autres sommets. En tout cas, à la lecture de la situation, nous sommes vraiment partis pour de longues semaines, de longs mois de la résolution de la question sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à Chema Blaise et toutes les équipes au niveau de la régie. Merci et grand merci à vous, fidèles de l'émission Majuscule Propos. Je suis Edis Abiti, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission Majuscule Propos.